Donc voilà, je vais t'expliquer en fait comment moi je vois un audit ISO. Donc c'est un slide que tu peux digérer en fin de chapitre ISO d'un cours ISO 27001 Lead Auditor par exemple, pour voir si tu as bien tout compris. Donc je vais t'expliquer ce slide de A à Z. C'est un schéma à moi qui date de 2016, quand j'avais des développeurs en face de moi lors d'un cours ISO 27001 et qu'en fait j'ai fait un live au whiteboard pour qu'ils comprennent mieux. Et en fait je l'ai remis ici récemment au bout du jour. Donc on va commencer en haut à gauche, tu vois, ici. Alors il faut directement distinguer le fait qu'il y a deux schémas. Il y a le schéma du dessus, celui-ci, et il y a le schéma du dessous. Et l'un va les pointer vers l'autre. Donc d'abord, on va commencer par le dessus. On n'est pas dans les mangas, donc on va commencer en haut à gauche. Je vais t'expliquer les trucs face par face. Donc, le schéma du dessus va faire que on va d'abord définir les objectifs d'audit. Et les objectifs d'audit, on voit qu'il y a des personnes qui vont interagir. Donc, il va y avoir l'auditee, l'auditor et le client. Ok. Donc, je vais avoir un auditeur qui, lui, va auditer un client. Peut-être que c'est pas son client à lui, c'est un audit client. Et chez son client, il va avoir ce qu'on appelle l'audité. Et lui est véritablement celui qui est ce qu'on appelle sur le grill. Et pourquoi est-ce que je fais une différence? Parce que dans certains cas, le client est égal à l'audité. Donc je reste très abstrait ici pour l'instant. Dans d'autres cas, le client, c'est celui qui va payer ma facture. Et le client va être, par exemple, la banque qui me demande d'aller auditer un de ses fournisseurs. Et auquel cas, à ce moment-là, client et audité sont différents. Donc c'est pour ça que j'ai mis la relation auditeur vers le client à gauche. Je le vois ici. Auditeur va vers le client. Et après, on va mesurer quel est l'objectif de l'audit. Okay. Donc j'ai un audit. Donc c'est pour ça que j'ai mis la relation en fait auditeur vers le client à gauche. Et après, on va mesurer quel est l'objectif de l'audit. Donc j'ai un audit. J'ai besoin de savoir son plan, son programme, son scope, donc son périmètre. Et donc, je vais avoir l'audit plan à un moment donné. Et ça, en fait, c'est jamais rien d'autre que la clause 9 de l'audit interne, par exemple. Dans l'audit interne, quel est mon plan d'audit? Si on est en audit de certification, je suis entre étape 1 et étape 2, stage 1, stage 2. Avant de commencer stage 2, j'ai un plan d'audit. À pas confondre avec un programme d'audit. Un programme d'audit, c'est quelque chose d'un peu plus conséquent. Le programme d'audit va reprendre par exemple une société qui est déjà certifiée ISO 9001. Dans son programme d'audit, tu vas avoir donc du coup du 9001 et peut-être du 27001. Et ton plan d'audit, c'est pour l'audit 27001, par exemple, dans ce cas-ci. Donc on va faire ça pour l'audit 27001. Et pour l'audit 9001, on va faire comme ça. Donc on a le programme d'audit qui réunit 9001 et 27001, j'ai touché le micro. Et si je vais aller vers la certification EVS 7001, je vais avoir un plan d'audit ISO 27001. Ensuite, j'ai le scope. Est-ce que je veux être NIS 2? Est-ce que je dois être DORA? Est-ce que c'est un audit RGPD? Est-ce que c'est un audit ISO 27001? Et le scope de l'audit sera toujours inférieur ou égal au scope d'un bureau de certification ou au scope de ton scope ISO 27001. Je laisse un peu digérer. Ça veut dire que moi, c'est comme ça que je casse les consultants qui viennent avec 40 jours et que je fais gagner de l'argent à des sociétés. Parce qu'ils viennent avec 40 jours, alors que je suis désolé, je suis en audit interne en 2e année de certification, par exemple. Il n'y a pas besoin de 40 jours. C'est même inférieur au jour d'audit de certification. Donc moi, par exemple, je vais te le faire en 3 jours, audit interne. La seconde année de certif. Allez, peut-être 5 à la limite. Donc pourquoi tu viens avec 20 jours ou 40 jours? Donc, le scope ici va être inférieur ou égal au scope ISO 27001. Si je prends ISO 27001, après tu peux dériver. Et donc, un rappel également en fonction de ce que tu auras vu, et quand on a 3 types d'audits, même 4, allez, mais bon, ça dépend. Il y a ce qu'on appelle les first party audits. Ça, c'est du vocabulaire. On a donc l'audit de première partie qui est le first party, c'est ce qu'on appelle l'audit interne, la clause 9.
L'audit de seconde partie, donc là, on voit bien qu'il y a dans l'audit de seconde partie une relation entre client et fournisseur. J'ai mon client qui est la banque qui me demande d'aller auditer un de ses fournisseurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle seconde partie audit. Et ça peut aussi être fait par des auditeurs internes de la fonction. Donc attention à ne pas mélanger fonction d'auditeur interne et type d'audit. Ici, je parle bien de seconde partie audit. Ça peut être réalisé par des auditeurs internes de ta société. C'est juste l'audit, le type d'audit qui est différent. Donc c'est la fonction qui change. Et on a également third party audit. Et ça, c'est complètement indépendant. C'est complètement indépendant de la relation client-fournisseur. Disons que le client est un groupe et demande d'aller auditer une filiale. Tiens. Eh bien, la relation client-audité, de nouveau, on voit qu'elle peut être différente. C'est très important pour le vocabulaire. Les bureaux de certification ont des questions là-dessus, pour les examens. Donc, généralement, le third party audit, je le mets avec la certification. Mais c'est pas toujours vrai. Tu peux très bien avoir un blank audit, un audit à blanc. Ça, j'ai déjà vu. On fait un audit à blanc avec, je veux dire, un BSI, par exemple. Et après, le client choisit de ne pas prendre BSI, mais BSI est en third party audit à ce moment-là. Et il pourrait faire un audit à blanc. Donc, tous les third party audits ne mènent pas à une certification. Alors, souvent, c'est vers une certification. Alors, avant de commencer mon audit, on va faire ce qu'on appelle l'audit planning. Je vais faire la planification de l'audit, et ça va être basé sur la matérialité. Ça aussi, c'est un beau mot pour tous les bureaux de certification de personnes. Matérialité. C'est la criticité des processus sans lesquels on pourrait vivre. Donc là, l'auditeur va devoir se focaliser sur j'audite telle société, c'est quoi son business, de quoi ne sait-elle pas se passer par rapport au scope de mon ISO. Donc si je parle de 27001 et que les gens ne font pas de gestion des incidents, on va dire, et qui sont dans l'ISO 27001, on sait que la matérialité, ce n'est pas déjà très top. Ils sont dans l'ISO 27001, ils n'ont pas de gestion des incidents, alors que c'est obligatoire. Donc je vais aller creuser là pour m'assurer qu'ils le sont. Je vais mettre plus de temps là-dessus d'ailleurs que sur la sensibilisation. Okay. Pourquoi? Parce que le process de gestion des incidents est beaucoup plus matériel que la sensibilisation, okay, en termes de poids. Dans un monde idéal, on ferait tout avec le même niveau, mais on n'est pas dans un monde idéal, on est dans le monde d'audit, on prend des snapshots, des photos, et on est limité par le temps, avec une pression maximale. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'en audit, on fait prendre des photos. Donc, je n'ai pas le temps de faire 40 jours, 60 jours, même si j'avais le temps. Il ne faut pas oublier que chez les clients, il y a des gens comme moi qui vont dire, hé là mon ami, on va réduire au maximum. Ensuite, c'est ce qu'on appelle aussi un audit risk-based approach. Lorsqu'on fait un audit, on n'y va pas à la hussarde, mais par expérience aussi. On essaye de voir comment est-ce que je peux faire le plan d'audit le plus complet possible avec une offre et avec un statement of work. Ce qui va faire que le client va signer. Si je fais un audit interne ou un bureau de certification, je dois prendre conscience qu'il y a des risques. Rien à voir avec les risques de l'ISO 27005. Donc, je dois prendre conscience qu'il y a des risques. Et là, tu vois qu'il y a 3 types de risques. Il y a les risques inhérents, les risques de contrôle et les risques de détection. Et ça, en fait, c'est lié à toute activité d'audit. Et c'est pour ça que tu vois dans validation, ici, j'ai mis un M, le M majuscule, c'est pour faire simple sur le schéma, c'est le M de matérialité. Donc je dois garder ça en tête. Sinon, ça devient compliqué sur le schéma. Donc, on voit que j'ai 3 types de risques en audit. Et le risque inhérent, c'est le risque qui est inhérent au business. Donc, c'est le connais-toi toi-même, la clause 4.1, 4.2, c'est mon SWOT, mon PESTEL, montrez-moi, je suis l'auditeur, montrez-moi vos documents, mais vous êtes dans les assurances, donc il y a un risque de fraude inhérent à cette pratique. Vous êtes dans les boulons ou les rivets pour l'aviation, pour Airbus, voilà, c'est un autre type de risque. Encore une fois, je touche le micro. Voilà, donc, il y a des risques inhérents. Et tout ne sera pas à 100%. Mais donc, comment est-ce que je vais combler ces risques inhérents? Je vais les passer dans ma moulinette de risque. Ok? Donc je vais dimensionner correctement la durée de mon audit. Et en dimensionnant la durée de mon audit, plus c'est long, plus j'ai réduit les risques, évidemment, les risques inhérents. Maintenant, on est d'accord qu'on est dans une relation commerciale. Donc le client, derrière, lui, il va essayer de challenger par le bas.
Donc, on doit être conscient de ça. L'auditeur doit être conscient de ça. Les gars qui vont suivre la formation doivent être conscients de ça parce que ça leur permet de donner des clés quand ils vont aller auditer, ou pas d'ailleurs, et de comprendre pourquoi le client veut baisser, etc. Donc, c'est aussi, la formation lead auditeur est aussi intéressante pour un lead implementer parce que ça permet de comprendre comment l'auditeur fonctionne. Alors, il y a un autre risque, on le voit ici, hein, qui est le risque de contrôle. Ok. Le risque de contrôle, c'est selon où on se trouve. Disons que je suis en audit de certification, je suppose qu'il y a déjà eu l'audit interne, et donc je peux dire que le stage 1, l'audit d'étape 1, est déjà terminé. Il y a eu un audit interne, audit stage 1, et le risque de contrôle, c'est le fait que les contrôles internes, bien qu'ils soient effectifs et efficients, auraient très bien pu laisser passer quelques gouttes. Donc l'audit interne a été fait, je fais pas une confiance aveugle, mais j'ai pas le temps d'investiguer plus. Donc, peut-être que eux ont laissé passer des choses. Peut-être que le stage 1 a laissé passer des choses. Donc pour faire ça, je vais faire mon plan d'audit. Et on voit que le contrôle amène au site audit plan. Ok. Et en fait, mon plan d'audit va mitiger tout ça. Et donc un exemple, disons que si j'ai 4 data centers, je vais en audit de certification, j'ai 3 ans, je vais en faire un la première année de data center, ou peut-être 2 la première année. Généralement, on prend la racine carrée pour les data centers. Donc si j'en ai 4, j'ai 2 data centers, enfin, racine de 4 égale 2, j'en fais 2, et l'année suivante, j'en fais 2, peu importe le tout, et d'avoir audité tous les data centers sur un cycle de 3 ans. Pourquoi 3 ans? C'est l'ISO. Pour ça, j'ai mon plan de site d'audit, mon site audit plan. Donc ça mitige le risque de contrôle. Et là alors, j'en viens au risque de détection. Et ça, je vais parler échantillonnage. Sur un échantillon, donc c'est du sampling, c'est des stats, je vais parler de la loi normale, la courbe de Gauss. Si j'ai un échantillon de 10 individus sur une population de 4000, on sait que mon risque d'erreur est supérieur à 4 ou 5%. Donc comment est-ce que je vais faire pour diminuer ce risque-là? C'est augmenter la population de mon échantillon pour réduire l'incertitude ou la fourchette d'estimation en inférence statistique. Et ça, c'est comme on fait du sampling. Il y a aussi des cas où l'auditeur est incapable de prendre un échantillon. Tu prends l'exemple des câbles réseau dans un data center. Disons, il y en a 40 000. Tu ne sauras pas prendre un échantillon. Donc, tu vas observer. Et là, on y reviendra après. Ce sera le type de preuve à voir, à un certain point. Mais voilà, c'est aussi répéter la durée de l'audit, le plan d'audit, le mettre dans le contrat, mais dire voilà, ce qu'on va faire, en fonction de ça, tu as le nombre de jours hommes, et puis l'échantillonnage, tu estimes. Et si tu ne sais pas faire un échantillonnage, pour quelle raison que ce soit, à ce moment-là, c'est le jugement de l'auditeur. Et le jugement de l'auditeur va dire, tiens, par exemple, vous avez eu un JML, Joiner, Mover, Leaver, quelqu'un qui a quitté, montrez-moi les 5 derniers qui ont quitté. Voilà, on va faire ça. Et là, pas de chance, si dans les 5 derniers, tu en as 2 qui ne respectent pas les procédures, ça fait déjà une non-conformité mineure. Pourquoi? Parce que sur un échantillon d'une population de 5, ça m'en fait déjà 2. Donc j'ai pas besoin d'aller creuser plus loin sur une population de 200. Je sais que déjà sur les 5 derniers, il y en a 2 qui sont pas bons. Mais l'inverse est vrai aussi, hein. C'est-à-dire que si sur les 5 derniers, j'ai 5 sur 5, je veux dire pas vu, pas pris, hein. Je suis à ce moment-là l'auditeur, j'ai les 5 derniers, les 5 sont bons, je reste sceptique malgré tout, mais n'oublie pas que je suis toujours limité par le temps. Eh bien c'est bon, je vais te mettre une conformité. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas une non-conformité la fois d'après. Donc, je te donne des quilles ici pour que tu comprennes comment fonctionne un auditeur, pour lui fournir le plus rapidement possible le bon échantillon. Et quand l'auditeur, en plus, te donne l'opportunité plutôt de toi-même choisir l'échantillon, il ne va pas chercher des trucs, ne va pas chercher les failles, quoi. Il te donne, tiens, parmi les 5 derniers, ou tiens, montrez-moi les X, c'est toi qui choisis, fais attention à ça. Et si je reprends mon échantillon de 5, peut-être que les 40 premiers étaient mauvais. Donc ça, tu vois, c'est au feeling. C'est à toi en tant qu'auditeur ou auditrice à changer les échantillons. Et toujours par rapport au timing aussi. C'est ça que moi, dans les audits internes, j'envoie des chirurgiens, des chirurgiennes, des neurochirurgiens, toutes des personnes très précises, très focus,
pour mettre les clients sur le drill, enfin, pour les driller plutôt, et les mettre sur le grill. Et pour les préparer pour l'audit de certification. Parce que tu sais jamais comment l'audit de certif va se passer. Donc ça, en gros, ça reprend pourquoi on appelle un audit un risk-based approach. Ensuite, un mot important aussi, ce sont les findings. Donc là, on descend tout doucement dans la deuxième partie du document. Tu vois, ici, on est sur les findings. Et c'est très important pour les bureaux de certification parce que dans les findings, ce n'est pas uniquement, c'est pas forcément des non-conformités. Ce sont des preuves. C'est toute une série de preuves, mais qui à un moment donné doivent être validées pour répondre à ton rapport d'audit. Ça, c'est ce que tu vois sur la droite. Et donc là, on va être compliant. On va mettre un écart. On va mettre une non-conformité mineure. Minor non-conformity. On va mettre une conformity. On va mettre des OFI, des opportunity for improvement. Ou alors, on pourrait également faire ce qu'on appelle du benchmark ou des best practices. Donc, les audit findings vient comment? Lorsque je fais mon audit, au niveau de mon audit objectif, moi je parle de scope ici, mais mon scope ça va être quoi? Ça va être mes critères d'audit. Donc je descends sur mes critères d'audit. Et mes critères d'audit sont par rapport à mon audit objectif. Je pourrais rajouter une flèche ici. Donc je descends sur mes critères d'audit, je vais avoir mes critères d'audit. Mon critère d'audit va dire oui, mais c'est ISO 27001. Ok. Est-ce que ISO 27001 est tout seul? À ce moment-là, on va parler d'exigence, de requirement. Donc, sur la gauche, on va être plutôt sur conformité ou non-conformité. Mais si en plus de l'ISO 27001, j'ai du légal, j'ai une loi, la NIS 2 par exemple pour la Belgique, j'ai un autre règlement, ou que sais-je, ou j'ai vraiment une loi, à ce moment-là, on va parler de compliant, non-compliant. C'est pour ça que je fais remonter la flèche vers le haut, parce que compliant et non-compliant, ce sont des exigences. Pourquoi j'en parle de manière différente? Parce que si on s'entend au café, je vais te comprendre, tu vas me comprendre, mais pour un examen, il y a une différence. Okay, pour un examen de certification ISO 27001, et là, il y a une différence. Mais globalement, pourquoi je les ai sortis? Parce que ça ne change rien à la façon de collecter les preuves. C'est juste la terminologie qui change. Ok. Donc j'ai mes auditariats, je vais regarder avec un angle d'approche sur l'ISO 27001, je vais regarder sur du RGPD, sur du NIS 2, j'ai mis quelques points d'attention, ça peut être de l'AI, ça peut être du DORA, ça peut être des exigences clients ou de stakeholders. Tout ça, ça va être mes audits. Et puis j'aurais déjà préparé mon plan d'audit, hein. Donc je sais combien de temps je vais durer, mon plan sur site, mon type d'échantillonnage. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Basé sur les critères d'audit, on va, nous, en tant qu'auditeur, avoir besoin de preuves pour confirmer si les critères d'audit sont conformes ou pas. Et là, tu as, dans l'ISO, tu as 93 contrôles pour t'amuser pendant 4 jours lors d'un cours libre. Donc, tant que tu vas en avoir un qui va te dire, donc un client, hein, qui va te dire, ah ben moi je prends des backups comme ça, et comme ça, et comme ça, tu dis, stop, oui, ok, très bien, je comprends ce que tu dis, on challenge. Je vais voir dans le contrôle qui prend les backups. Et en fait, c'est tes clients qui font le cours. Donc tu vas voir dans la norme, comme je t'ai expliqué, regarde dans la norme, tu vas dire, tiens voilà, le contrôle objectif dit que les backups doivent être pris à intervalles réguliers et testés régulièrement. Alors là, tu challenges ton client. Je te regarde, si ce que tu racontes est conforme. Ça, explique-moi un peu. Et après, comme c'est un interview, je vais dire, c'est du verbal, c'est documentaire. On va voir le poids des preuves après, je te rassure. Mais ça donne déjà une idée. Et tu vois qu'il y a déjà une certaine démarche qui est répétable. Donc après, tu vas prendre un échantillon. Tu vas analyser un échantillon sur les backups et dire quel type de backup vous avez, on est là, etc. par rapport à trace. Ensuite, mes critères d'audit vont être basés sur mes preuves. Je viens de t'en dire une pour le backup. Donc mes audits evidence, donc mes preuves d'audit, par exemple pour un examen, c'est comme les critères d'audit. C'est comment ils sont remplis. Donc tu vois, mon critère d'audit, il est là.
je prends le backup, je vais devoir collecter des preuves en tant qu'auditeur, des preuves d'audit, et tout ça, tout ce que je te dis là, c'est ce qu'on appelle des findings en anglais. Donc, findings ne veut pas dire non-conformité. Ça peut être conforme ou non conforme, ça peut être une observation, ça va mener à un constat d'audit, qui va être positif ou négatif. Donc, tant que je ne suis pas câblé en tant que lead auditeur pour dire je valide, ça reste des findings. Parce que je peux participer à un audit en tant qu'expert technique, mais c'est pas moi le lead auditor, j'ai quelques findings. Je les rapporte à mon lead auditor qui, lui, va corroborer toute une série d'éléments et me dire ah, ça, effectivement, c'est un finding, ça, c'est conforme, ça, c'est non conforme, ou on va reprendre un échantillon. Donc, ça reste dans mes notes d'auditeur, ça peut être des notes digitales aussi. Alors, il y a différents attributs, on le voit, pour une évidence. Il y a 4 types d'attributs. Il y a information, nature, quality et type. Et je les ai remis ici parce que ces types d'attributs ont eux-mêmes des caractéristiques. Par exemple, pour l'information, est-ce que l'information était disponible et vérifiable? Déjà là, si j'ai par exemple une ISMS policy qui est dispo et pour laquelle tu n'as pas la preuve, comme quoi elle a déjà été communiquée, bon, ça démarre mal. Ça veut dire que ta preuve, ton audit finding, il n'est pas évident. Évident, on veut dire trivial, hein, on va dire. Donc tu vas devoir creuser. Ensuite, il y a la nature. Est-ce que c'est qualitatif ou quantitatif? Est-ce que je peux déjà m'arrêter là en termes de qualité ou est-ce que je dois continuer en termes de recherche en tant qu'auditeur? Est-ce que je m'arrête et jusque quand? Donc là, je pourrais dire, ok, j'ai vu, ils m'ont montré cet échantillon-là, ils ont fait ça, j'ai vu que l'awareness, la sensibilisation, tout le monde l'avait reçu, oui, ils me l'ont dit, et puis j'ai vérifié si tout le monde a reçu l'ISMS policy. Maintenant, la qualité. Est-ce que j'ai pris la bonne preuve? C'est-à-dire que je ne vais pas aller voir le CV des gens, je vais là aller voir est-ce que la preuve et le findings sont tous des éléments que j'ai reçus. Et est-ce que ça correspond aux critères d'audit que je suis en train d'analyser et aux preuves d'audit que je suis en train de formaliser. Donc, est-ce que c'est bien approprié? Est-ce que c'est relevant? C'est-à-dire, est-ce que j'ai toujours un problème? J'ai toujours un problème avec relevant, mais en fait, relevant, c'est pertinent. Alors, est-ce que c'est reliable? Est-ce que ma source qui m'a permis d'obtenir la preuve est fiable? Et est-ce que ça correspond bien à ce que j'attends? Donc, reliable, tu pourrais avoir quelqu'un qui te signe un papier dans la cave. Hein. Je l'ai vu. Il te signe un papier dans la cave et il fait croire que le proctor, le surveillant, a signé. Il vient de le signer, mais toi, tu es auditeur, tu sais pas qu'il a signé presque devant toi ou presque dans la cave et qu'il a fait un faux. Donc ça, en fonction des preuves que tu reçois, c'est à toi, en tant que lead auditeur, d'estimer est-ce que c'est approprié, est-ce que c'est pertinent par rapport aux critères d'audit, est-ce que la façon dont j'ai reçu la preuve est fiable. Ça, c'était pour le troisième point, la qualité. Et le quatrième point, c'est un truc que beaucoup d'auditeurs oublient. Quand ils sont certifiés, hein, c'est le poids des preuves. Et moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que tu vas du plus haut, c'est-à-dire physical, avec le plus gros poids, au plus bas, verbal. Donc verbal, pour ceux qui aiment Carla Bruni, comment c'est ça encore sa chanson? La chanson, c'est quelqu'un qui m'a dit. Voilà. Quelqu'un m'a dit que. Moi, l'audit, ça vaut 0. Hein, parce que quelqu'un m'a dit que, c'est la rumeur, c'est l'interview que tu vas faire avec la personne. J'ai pas assez de preuves. Et tu vois que le verbal, c'est la preuve la plus minime. Donc, dans tes procédures d'audit, tu vas devoir aller constituer, parmi les 6 autres poids de preuve, outre le verbal, tu vas constituer ton findings avec une information qui doit être disponible, vérifiable, de qualité, suffisante, appropriée, pertinente et fiable. Tu vois? Et ça se répète. Si tu as ce mindset-là, même si tu n'es pas lead auditor, ça va t'aider beaucoup face à des audits. Allez, on continue. Donc on voit que, disons que je prends une interview avec une personne, j'ai un document, on voit que la preuve, document, interview est toujours là, et après je vais analyser ce qu'ils m'ont raconté. Et en analysant, je leur demande soit une preuve confirmative, montrez-moi que telle personne s'engage à être ISO 27001 pour fin d'année avec une belle signature, ça peut être une preuve technique ou analytique, c'est là que je vais prendre un échantillon, vous êtes 200, je prends un échantillon, montrez-moi que 30 personnes ont bien suivi la formation.
et je peux les laisser choisir les 30 personnes, ou alors je choisis moi-même l'intervalle pour cet échantillon-là. Ça peut être physique aussi. C'est moi-même qui constate que la porte du data center est ouverte, avec une cale. Véridique, hein? Aussi celle-là, cadeau. N'ai même pas besoin de photos. Je suis comme un huissier assermenté, donc façon de parler, mais certains auditeurs vont prendre des photos. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'ils vont fermer la porte devant toi. Donc même si tu l'as constaté et que tu ne sais pas le prouver, tu le mets dans ton rapport malgré tout. Alors il y a également la partie mathématique, pour autant que l'auditeur ne se trompe pas dans la preuve mathématique, c'est super fort aussi. Tu le vois, il est presque au même niveau que physique. Et tu vois aussi que mathématique, indirectement, est lié avec analytique. Si j'ai pris un échantillon de 30 et que je fais une approximation par la loi normale, je sais que j'ai peut-être un pourcentage, et si je parle 6 sigma, donc je vais avoir 2% d'erreur, etc. Et donc, c'est une mécanique à avoir. Et ça, les audit findings, il y a une flèche à droite, elles te permettent d'avoir un rapport qui, par critère d'audit, va te dire si tu es conforme ou pas. On va pas te dire globalement si tu es conforme, on va te dire par critère d'audit, donc disons prenons le contrôle antivirus, on fait ça pour les antivirus, tout ce que je viens de te dire de gauche à droite, on prend le backup, tout ce que je viens de te dire de gauche à droite, et par critère d'audit, tu vas dire, ok, antivirus, conforme, backup, non conforme. Après, à toi de voir, selon l'écart, si c'est majeur ou mineur. Okay, je rentre pas sur le type de non-conformité ici, en tout cas pas dans cette vidéo-là. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans le rapport d'audit? Eh bien, si tu as un écart mineur, majeur, ou si c'est une OFI, donc une OFI, c'est une Opportunity for Improvement, et alors on aurait également les best practices. Donc globalement, j'ai vu que vous faisiez ça, les best practices recommandent ça, vous faites comme ça, ou comme ça, c'est bon, donc je pense qu'en expliquant, tu vas maintenant, en expliquant comme ça, tu vas voir que ça résume pas mal de choses d'un coup quand tu vas discipliner lead auditor, et tu vois, en fait, c'est un summary du déroulé d'un audit sur un seul slide.